Une infirmière à la retraite prétendra un jour que tout a commencé par une erreur de stylo. Une date mal recopiée, un nom raturé, une mention mortenée ajoutée dans la marge d'un registre fatigué. Mais ce n'était pas une erreur, c'était une décision. Une décision prise dans la chaleur étouffante d'une salle d'accouchement de l'hôpital Édouard Herriot, une nuit d'hiver 1952 au cœur de Lyon. Une décision qui allait couper une vie en deux et faire de deux sœurs jumelles des étrangères qui se frôlent sans se voir pendant 40 ans. On pourrait dire que c'est l'histoire d'une ville aussi, Lyon. Ses collines, ses notables, ses curés prudents, ses juges qui classent les dossiers gênants. Mais surtout, c'est l'histoire de deux femmes que tout opposera en apparence, quartier, accent, vêtements, gestes, alors que tout, à l'intérieur, continuera de battre au même rythme. Voici leur histoire, comme un artefact retrouvé, un rapport oublié, un carnet, un enregistrement. À toi d'écouter et de décider ce qui, là-dedans, te semble le plus insupportable, le mensonge ou le silence. Poussez, madame, encore, voilà. Le cri déchire l'air saturé d'éther. Dans la salle d'accouchement improvisée au bout d'un couloir, les murs sont jaunis par la fumée et l'humidité. Dehors, la neige tombe sur les toits de Gerland et les rails glacés. Mais ici, il fait trop chaud, trop blanc, trop lumineux. Une jeune femme serre les draps de ses doigts maigres. Elle n'a ni alliance à l'annulaire, ni visite depuis son admission. Sur son dossier, une mention discrète, célibataire, famille hostile. Le premier bébé glisse dans les mains du médecin avec un petit cri furieux. Une fille. Rose, vivante, les yeux déjà fermement clos comme si elle refusait de voir le monde dans lequel on la pose. L'obstétricien, le docteur Morel, lance un regard rapide à l'infirmière. Une. Et l'autre, murmure la sage-femme. Je sens encore. La contraction suivante arrache un gémissement à la jeune mère. Un deuxième corps vient, plus lourd, plus hésitant. Une autre fille. Deux petites têtes, deux mêmes plis au front, deux bouches qui cherchent l'air avec la même urgence. Pendant quelques secondes, les jumelles respirent côte à côte, peau contre peau, sur le drap taché de sang. C'est la seule fois, pendant 40 ans, où elles seront aussi proches. Dans le couloir, 3 hommes attendent. Le médecin pose les nourrissons sur la table chauffante, essuie ses mains, sort. Il retrouve le notaire, manteau bien coupé, attache-casse de cuir, et le prêtre, encore en soutane malgré les nouvelles habitudes de l'Église. « Elles sont deux, dit le docteur. Jumelles. »« Deux » répète le notaire, les sourcils froncés. « Vous ne m'aviez pas parlé de deux. »« La providence, mon cher maître, intervient le prêtre d'une voix douce. Dieu donne, Dieu reprend. Il ne veut pas forcément que les deux restent ici. Ils savent tous les trois ce que cela signifie. Depuis la guerre, les histoires comme celle-ci se multiplient. Filles séduites par des soldats, domestiques renvoyées enceintes, veuves déjà trop accablées. Et de l'autre côté, des couples bourgeois qui tournent en rond dans leurs appartements surchauffés en priant pour un enfant qui ne vient pas. L'hôpital n'est qu'un couloir entre ces deux mondes, et eux trois en sont les portiers. Le couple, commence le notaire. Attends en bas, confirme le prêtre. Ils ont déjà fait un don pour la paroisse. Ils veulent un enfant sans complications. Pas d'histoire, pas de famille qui viendra frapper un jour à leur porte. Le silence tombe. On entend au loin un chariot métallique, une porte qui claque. Dans la salle, les deux bébés ont cessé de pleurer, l'une contre l'autre, comme si la chaleur de l'autre suffisait. Le docteur Morel ferme les yeux un instant. « Alors on fera ce que vous avez demandé, » dit-il d'une voix lasse. « Une vivante, une morte-née. La mention se rédige en quelques traits secs sur un formulaire. Jumelle B, enfant mort-né. » Le médecin ne prendra même pas la peine d'écouter son cœur une seconde fois. Il se contentera d'un constat qu'aucun juge ne viendra contester. L'infirmière, elle, blêmit, mais se tait.
Elle a déjà vu des femmes revenir réclamer leur enfant et repartir brisées par un papier tamponné. À la jeune mère, on apporte seulement un paquet emmailloté. « Vous avez une fille, madame. L'autre n'a pas survécu. Dieu l'a rappelé. » Elle pleure, serre le petit corps contre sa poitrine. On ne lui laissera pas l'allaiter longtemps. Dans la nuit, la fille qu'elle croit unique descendra par un ascenseur de service, passera entre des mains gantées, changera de nom, d'adresse, de destin. Sa sœur, elle, montera dans la camionnette des sœurs de Saint-Joseph, enveloppée dans une couverture trop grande, avec un seul mot sur sa fiche, « Trouvé ». Lyon, quelques années plus tard. Le brouillard d'hiver colle aux façades grises. Les bus remplacent peu à peu les tramways. Les sirènes des usines rythment les journées. La ville se reconstruit. Tout le monde parle de croissance, de modernité. Mais entre le 6e arrondissement et la colline de la Croix-Rousse, il y a plus que des rues, un fossé. Dans un grand appartement de l'avenue de Saxe, les volets à persiennes s'ouvrent sur le parc de la Tête d'Or. Une petite fille, Élise, se réveille dans un lit entouré de peluches. Sa nourrice tire les rideaux, laisse entrer la lumière pâle. « Debout, mon ange, tes parents t'attendent pour le petit déjeuner. » Élise a déjà appris à dire « bonjour père »,« bonjour mère », avec ce vouvoiement respectueux qu'on réserve aux adultes importants. Le père lit le Progrès en buvant son café, la mère coupe des tartines en parlant du dernier concert auquel ils ont assisté. Dans ce monde, tout est à sa place. Portrait de famille, argenterie, chapelet accroché discrètement dans la chambre, visite dominicale au curé de la paroisse élégante. Sur la colline de la Croix-Rousse, derrière une grille qui grince, d'autres volets s'ouvrent, plus tardifs, plus lourds. Dans un dortoir où une vingtaine de lits de fer s'alignent, une voix sec claque. « Les filles, debout, prière, toilette, puis cuisine !» Claire, 6 ans, ouvre les yeux. Elle a froid. Toujours froid aux pieds et aux mains, même en été. Elle replie soigneusement sa couverture rêche, glisse sous l'oreiller le seul trésor qu'elle possède, un caillou blanc ramassé lors d'une promenade, parfaitement lisse. Les sœurs disent qu'elle n'a rien d'autre que le bon Dieu, mais ce caillou, elle le considère comme un secret, quelque chose qui lui appartient vraiment. Au petit déjeuner, Élise chipote son chocolat chaud parce qu'il est trop tiède. Au réfectoire de Saint-Joseph, Claire avale vite son lait en poudre diluée et son morceau de pain dur, parce qu'il n'y en aura pas plus. Les deux filles, pourtant, partagent un même geste inconscient. Elles tournent la tête vers la droite, comme pour vérifier si quelqu'un est là, à côté d'elles. Chez Élise, il n'y a qu'une chaise vide. Chez Claire, un autre lit, occupé par une fillette qui ne lui ressemble en rien. « Tu as encore fait des cauchemars cette nuit, ma petite ?» demande la nourrice d'Élise. « Oui, je tombais, et quelqu'un lâchait ma main. Ce n'est rien. Les enfants adoptés font souvent des rêves étranges. C'est ce que le docteur dit. Claire, elle, n'en parle pas. Elle se réveille souvent en sursaut, avec la sensation que quelqu'un l'appelait par un autre prénom. Quand elle a demandé un jour à une sœur si elle avait eu un nom avant, on lui a répondu sèchement « Tu as de la chance d'en avoir un maintenant, d'autres n'en ont jamais eu. » Alors, elle se tait. Mais chaque fois qu'elle croise en ville une petite fille bien habillée qui lui ressemble vaguement, même de loin, elle sent son cœur cogner un peu plus fort. Elle ne sait pas encore que la vraie ressemblance marche tout près, à quelques arrêts de trolleybus. Les années passent, les robes raccourcissent, les slogans politiques fleurissent sur les murs des facs à Paris, mais à Lyon, les habitudes changent plus lentement. Élise entre au lycée de jeunes filles. On y apprend le latin, l'anglais, les mathématiques, mais aussi l'art de se tenir à table, de recevoir, de parler sans dire. Le mot « adoption » est prononcé comme un fait noble, presque charitable. Ses parents lui ont expliqué très tôt qu'ils n'avaient pas pu avoir d'enfants et que Dieu les avait bénis en la mettant sur leur chemin. « Tu viens d'où alors ?» demande une camarade pendant la récréation. « De l'hôpital » répond Élise avec un sourire appris. « Mais avant, j'étais dans les mains du bon Dieu. » Cette phrase, elle la tient du prêtre de la paroisse. On la lui a répétée si souvent qu'elle en a fait un bouclier.
Pourtant, quelque chose l'agace chaque fois qu'elle l'entend, comme si, entre les mains du bon Dieu et la chambre d'enfant avec vue sur le parc, il manquait une scène. Chez Claire, à la Croix-Rousse, l'adolescence ne laisse pas beaucoup de place aux questions métaphysiques. À 14 ans, elle aide déjà à la cuisine de l'orphelinat, puis, à 15, elle commence à travailler le soir dans une petite boulangerie du quartier. À 16, les sœurs la convoquent. « Tu es assez grande, Claire. L'État ne nous paye plus pour toi. Voilà ton acte de naissance, ta carte d'allocataire. Tu as un toit pour 1 mois, pas plus. » Elle prend le papier entre ses doigts. Née à Lyon, 1952, père et mère inconnus. Une date, un lieu, du vide. Elle ose demander « Il n'y a rien d'autre ? Une lettre, un nom ? Si ta mère avait voulu, elle aurait laissé quelque chose, réplique sèchement la sœur. Contente-toi de ce que tu as. Elle ne saura jamais que sa mère a, en réalité, laissé quelque chose. Un jour, des années plus tard, une lettre refera surface dans un tiroir de presbytère. Pour l'instant, Claire descend la colline avec sa valise et son papier, en se sentant plus légère et plus amputée à la fois. Élise aussi commence à se heurter à des silences. Un soir, au détour d'une conversation familiale, une tante lâche. Avec toute cette histoire déjà à l'époque du docteur Morel, on a quand même pris un risque. Ça suffit, coupe la mère d'Élise, blême. On ne parle pas de ça devant l'enfant. Devant l'enfant. Élise se répète ces mots en remontant dans sa chambre. Elle n'est plus une enfant, mais dans cette maison, elle le restera tant qu'on aura besoin qu'elle se taise. Elle ouvre un vieux missel, offert pour sa communion. À l'intérieur, une image pieuse est dédicacée. Pour Élise, en souvenir de sa 2e naissance. 2e ? Elle se surprend à penser que quelque part, il y a peut-être une 1re naissance, dont on ne lui a jamais parlé. Les années 70 s'installent. On parle de choc pétrolier, de chômage, de mouvements sociaux. À Lyon, les usines ferment peu à peu sur la rive gauche. Les ateliers de soie disparaissent. Les petits ateliers de confection serrent les dents. La ville change, mais les frontières invisibles, elles, demeurent. Élise se marie à 24 ans avec un jeune avocat promis à un bel avenir. La cérémonie religieuse a lieu dans une église de la Presqu'île, pleine de familles en manteaux bien coupés. Le prêtre parle de 2 arbres qui unissent leurs racines. Personne ne mentionne le 3e arbre, coupé à la naissance, qui manque au tableau. Le soir, au cocktail, on félicite le père de la mariée, on souligne combien ils ont bien élevé cet enfant qui n'était pas la leur. On chuchote aussi parfois « ils ont eu de la chance dans leur malheur ». Claire, elle, se marie à la mairie du 4e arrondissement, avec un ouvrier rencontré dans un bal populaire. Une robe simple, un repas dans un petit restaurant, quelques amis. Très vite, la réalité s'impose, les heures supplémentaires, l'alcool, les disputes. Une fille naît, puis l'homme s'en va, un matin, en laissant un mot griffonné à la va-vite. Claire se retrouve seule, avec un bébé, un salaire de retoucheuse et un loyer qui augmente. Le soir, quand elle rentre de l'atelier, ses doigts sentent le tissu, la craie, les aiguilles. Elle a passé la journée à raccourcir des jupes, à reprendre des manteaux achetés trop grands. Parfois, une cliente laisse échapper « C'est pour ma fille, Élise, elle est un peu trop mince, il faut ajuster ». Claire hoche la tête sans relever. Ce prénom la frappe sans qu'elle sache pourquoi. Quand elle rentre chez elle, au 5e sans ascenseur, elle regarde sa propre fille dormir et se demande d'où elle vient, elle, pour ne jamais avoir l'impression d'être à sa place nulle part. Élise, elle, apprend les codes des dîners d'avocats, des galas de charité. On l'invite à siéger dans un comité pour lever des fonds en faveur d'enfants défavorisés. Elle accepte, presque soulagée. C'est une manière de rendre quelque chose, même si elle ne sait pas précisément à qui. Lors d'une visite à un foyer, elle croise des adolescentes aux yeux durs, aux mains nerveuses. L'une d'elles lance un regard si intense qu'Élise a le vertige. Elle a l'impression de voir derrière ce visage inconnu une version d'elle-même qui aurait emprunté un autre chemin. Le tournant arrive avec une odeur de désinfectant et de fleurs fanées. La mère adoptive d'Élise est à l'hôpital, dans un service où les fenêtres donnent sur des parkings et des lumières blafardes.
Le cancer a mangé ce que la pudeur bourgeoise empêchait de nommer. Le père vient peu, ne supportant pas de voir sa femme diminuer. Élise, elle, s'assoit chaque jour à côté du lit, arrange les draps, mouille les lèvres desséchées avec une compresse. Un soir, la mère attrape son poignet avec une force inattendue. « Il faut que je te dise, on n'a pas tout fait bien. »« Maman, vous m'avez tout donné, » murmure Élise. « Non, on t'a pris, c'est différent. » Les mots tombent, lourds. La vieille femme halète, cherche son souffle. Le notaire, le docteur, il disait que c'était mieux comme ça, que la petite ne manquerait de rien chez nous, que l'autre, de toute façon, n'aurait pas de vie. L'autre, répète Élise, le cœur battant. Vous étiez deux, des jumelles. Ils ont écrit que l'une était morte, on les a crues, on a voulu les croire. On n'a jamais cherché à savoir. Le moniteur cardiaque bip plus fort. Une infirmière entre, demande à Élise de sortir. Dans le couloir, elle marche jusqu'à la fenêtre, regarde les lumières de la ville. 2. Le mot résonne comme une note trop forte dans une pièce silencieuse. Après les obsèques, le père se mure dans un silence bourru. Chaque tentative de sa fille est repoussée. « C'était une autre époque, dit-il enfin un jour en rangeant des dossiers. On a fait confiance aux gens d'église, aux médecins. Ne commence pas à fouiller, tu ne trouveras que de la boue. » La nuit, Élise descend au bureau, ouvre le vieux coffre-fort. Elle y trouve des titres de propriété, des relevés de compte et une enveloppe jaunie glissée entre deux chemises. À l'intérieur, une copie de son acte de naissance. Dans la marge, en lettres minuscules, « Jugement de rectification, 1959 ». Il y a aussi une lettre très courte, signée d'un notaire, aujourd'hui mort, qui parle du « dossier Morel » et de la « régularisation de l'état civil de l'enfant ». Assise à ce bureau où son père a signé tant de contrats, Élise comprend que sa naissance est, elle aussi, un contrat. Un arrangement entre gens respectables. Un arrangement qui a laissé quelqu'un derrière. Elle pose la main sur le papier et chuchote à voix si basse qu'elle a honte de s'entendre « Si tu existes encore, je te trouverai ». Elle ignore que, sur la colline de la Croix-Rousse, une femme du même âge replie son tablier après une longue journée à l'atelier, éteint la lumière de la chambre où dort sa fille, puis reste un moment dans l'ombre à se demander pourquoi, ce soir-là, le vide qu'elle ressent depuis toujours lui semble soudain presque douloureux, comme une cicatrice qu'on vient de toucher. Les murs des archives sentent la poussière, l'encre séchée et les secrets qu'on a cru enterrer avec soin. Élise, assise à une table de bois rayée, tourne une page après l'autre. Chaque document parle d'autres vies, naissance, mariage, décès. Mais entre ces lignes bien rangées, il y a des trous. Et, dans un de ces trous, quelque part, se cache le nom de sa sœur. « Vous savez, madame, ce n'est pas un roman policier ici, » dit le vieil archiviste en ajustant ses lunettes. « Il y a des règles et des choses qu'on a choisi de ne plus regarder. » Il a pourtant accepté de sortir pour elle des cartons qu'on laisse d'habitude dormir en haut des étagères. Dossiers disciplinaires, rapports de commission, vieux procès. Sur une chemise brunie, une mention attire immédiatement l'œil d'Élise. Affaire Morel, 1959, tribunal de Lyon. Le dossier est mince, trop mince pour tout ce qu'elle pressent derrière. Un rapport d'inspection, quelques articles de journaux pliés, une copie de jugement. Les mots sont secs. Irrégularité dans la tenue des registres de naissance. Adoption non conforme à la loi. Entente entre le docteur Mossieu et certaines familles. Rien sur les mères, rien sur les enfants. Juste des cas numérotés. On le connaît, ce dossier, murmure l'archiviste, comme pour lui-même. À l'époque, ça avait fait un peu de bruit, mais pas trop longtemps. Le médecin avait ses entrées, le notaire aussi. On a parlé d'un dérapage individuel, pas d'un système. Élise lit. Sur les 8 cas mentionnés, 2 concernent des jumeaux. Dans la marge d'une note, une écriture serrée. Naissance de 2 filles, l'une déclarée morte-née, l'autre abandonnée. Dossier transmis à l'orphelinat Saint-Joseph. Le nom de la mère est barré d'un trait noir. Elle insiste, demande s'il est possible de voir l'original. Non, madame, le juge de l'époque a ordonné l'anonymisation complète. Il ne faut pas remuer tout ça, vous comprenez, les familles.
Elle comprend surtout que quelqu'un, déjà, a voulu empêcher qu'un jour une femme comme elle remonte la piste. Qu'on a pensé à tout, sauf à la possibilité que ses enfants devenus adultes viennent frapper à la porte. Le soir, chez elle, les journaux étalés sur la table, elle découpe les vieux articles trouvés à la bibliothèque. Quelques lignes dans la rubrique Faits divers, un gynécologue lyonnais mis en cause pour des adoptions illégales. Le reste du pays oubliera vite, mais pour elle, chaque mot est un fil. Dans un coin de feuille, un nom revient pourtant, Saint-Joseph, l'orphelinat sur la colline. Elle y était déjà entrée, des années plus tôt, pour une visite caritative avec une association. Elle se souvient des couloirs, d'une odeur de soupe et de cire, des lits alignés. Elle ne savait pas, ce jour-là, qu'entre ces murs, on avait déposé un morceau d'elle-même. « Vous êtes sûr de vouloir aller jusque-là » demande l'homme assis en face d'elle. Il n'a rien du détective de cinéma. Costume un peu froissé, moustache grisonnante, carnet rempli de pattes de mouche. Il a surtout quelque chose qu'elle n'a pas, l'habitude de se faufiler entre les guichets, les services, les petites lâchetés administratives. « Je ne sais pas où je veux aller, » répond Élise. « Je sais juste que je ne peux plus rester là où je suis. » Il commence par ce que lui seul peut faire, recouper des numéros de dossier, des dates, des références à demi effacées. Il se rend aux archives de l'orphelinat où une sœur âgée finit par accepter de lui montrer un registre jauni. « Ici, dit-elle en traçant une ligne avec son doigt, une petite fille arrivée la nuit du 15 au 16 février 1952. On l'a appelée Claire, trouvée à l'hôpital, sans mère connue. Le détective note, même nuit, même hôpital qu'Élise. Il obtient le numéro de l'acte de naissance construit pour l'enfant à sa sortie du foyer. À partir de là, il remonte, patiemment, fiche de sécurité sociale, ancien contrat de travail, traces de déménagement. Pendant des semaines, Élise reçoit des coups de téléphone laconiques. « J'ai quelque chose. » Elle a travaillé ici, dans un atelier de confection, puis là, dans une boulangerie. Toujours Lyon, toujours la Croix-Rousse ou les environs. « Elle est encore en vie ?» demande Élise à chaque fois, sans oser prononcer le mot « sœur ». « Je crois bien que oui, et je crois même qu'elle n'est pas très loin de chez vous. » Un matin de septembre, le détective pose un papier sur la table. Là, une adresse, un bail locatif. Claire, il donne un nom de famille simple qui ne dit rien à Élise. Elle vit au 4e, Montée Saint-Sébastien, avec une fille de 16 ans. Élise prend le papier, ses mains tremblent. Elle pourrait appeler, elle pourrait écrire. Elle choisit de monter. La montée est raide, les escaliers, les pavés, la sueur malgré le vent frais. Élise n'est pas habituée à marcher ainsi. Elle aurait pu prendre un taxi, mais elle a besoin de sentir la ville sous ses pieds, de traverser physiquement la distance qui les a séparés. En bas, les vitrines lisses de la presqu'île. En haut, les façades plus usées, les murs tagués, les balcons où sèchent des draps. Montée Saint-Sébastien. Un immeuble étroit, interphone cassé. Elle pousse la porte, grimpe. Le 4e étage sent la friture et le produit ménager. Devant la porte indiquée par le détective, elle hésite une seconde, puis frappe. La porte s'ouvre sur une femme en jean et pull usé, les cheveux attachés à la va-vite, un fil à coudre encore passé dans le doigt. Au début, ni l'une ni l'autre ne comprennent. Puis, leurs regards se croisent vraiment. C'est comme regarder dans un miroir qui aurait vécu une autre vie. Même front, mêmes yeux gris, même manière de froncer le sourcil. Une cicatrice au même endroit de la lèvre. Des détails trop précis pour être du hasard. Le temps se dilate. « Bonjour », finit par dire Élise, en français trop poli pour se pallier. « Je m'appelle Élise. »« Et alors ?» répond l'autre sur la défensive. « Vous vous êtes perdu ?» La voix est plus rauque, l'accent plus populaire, mais quelque chose dans la cadence lui est familier. Élise tend une enveloppe. « Je crois que ceci vous concerne. » Sur la table de la petite cuisine, elles étalent les papiers. L'acte de naissance d'Élise, le jugement de rectification,
l'extrait de l'affaire Morel, la copie du registre de l'orphelinat où le nom de Claire apparaît. Claire lit, les doigts serrés sur les bords des feuilles. Sa fille, adossée au chambrinle, observe en silence. « Vous êtes en train de me dire, lâche enfin Claire, que pendant que je dormais dans un lit de fer avec 20 autres, vous aviez une chambre pour vous toute seule et qu'on vous emmenait au parc le dimanche. Je suis en train de te dire que je ne savais pas, que je l'apprends aujourd'hui, comme toi. Le tutoiement est venu tout seul. » Claire éclate d'un rire sans joie. Bien sûr, personne ne sait jamais rien dans ces histoires, personne n'est responsable. Les médecins font ce qu'ils peuvent, les curés suivent la volonté de Dieu, les notaires signent sans regarder. Et nous, on fait quoi? On dit merci? Le ressentiment couve depuis si longtemps qu'il trouve immédiatement le moindre interstice. Élise encaisse. Elle aurait presque préféré qu'on la frappe plutôt qu'on la regarde comme une intruse. « Je ne suis pas venue te demander de me remercier, » dit-elle doucement. « Je suis venue chercher la moitié de moi que je n'ai jamais connue. » Claire la fixe longuement. Dans ce regard, il y a de la colère, oui, mais aussi quelque chose d'autre. Une curiosité douloureuse. La conscience que, malgré toutes les différences, personne d'autre au monde ne pourra jamais comprendre ce que cela fait d'être né là, cette nuit-là, dans ces conditions-là. « Entre, » dit-elle finalement. « Mais je te préviens, chez moi, il n'y a pas de porcelaine ni de piano. » Élise sourit faiblement. « Ça tombe bien, je ne sais pas jouer. » Les premières rencontres sont chaotiques. Elles se parlent trop ou pas assez. Elles se comparent, se jaugent, se blessent sans le vouloir. Élise propose un restaurant. Claire préfère le café du coin. Claire critique les airs d'Élise. Élise se braque devant la dureté de certaines phrases. Leur seule évidence, c'est la ressemblance physique et une manière identique de se taire quand elles sont vraiment touchées. « Je ne veux pas juste des excuses en larmes, » dit un soir Claire, une cigarette à la main, sur un banc des quais de Saône. « Je veux que ces gens-là expliquent, publiquement, que le monde sache qu'on pouvait voler des bébés à Lyon comme on vole un sac à main. »« Ils sont vieux, » répond Élise. « Certains sont morts. » « Et alors, tu crois que ça efface ce qu'ils ont fait ? C'est Claire qui prononce le mot la première. On devrait porter plainte. » Élise a tous les réflexes de son milieu. Elle pense réputation, articles dans la presse, regard lourd dans les soirées. Mais elle pense aussi à la dernière phrase de sa mère adoptive. On n'a jamais cherché à savoir. Elle n'a plus envie de détourner les yeux. Elles trouvent un avocat qui accepte de les écouter sans condescendance. Pas le mari d'Élise, trop impliqué, trop lié à ce monde, mais un confrère plus jeune, un peu en marge, fils d'ouvrier lui-même. Juridiquement, ce sera compliqué, prévient-il. Beaucoup de faits sont prescrits. Mais il y a quelque chose, le droit à l'identité, et il y a la responsabilité morale des institutions. Il monte un dossier. Témoignage de l'ancienne infirmière qui ose enfin parler, copie des registres, jugement contre le docteur Morel, trace des dons importants versés à la paroisse par certaines familles au moment des adoptions. La presse s'en mêle. D'abord une petite colonne dans un hebdomadaire local, puis un reportage plus long à la télévision régionale. Les caméras filment Élise dans son salon lumineux, Claire dans sa cuisine exiguë. Les contrastes font de belles images. Derrière, les commentaires vont bon train. Elles exagèrent, elles veulent de l'argent, elles remuent de vieilles histoires. Mais d'autres voix s'élèvent. Des mères âgées qui racontent enfin qu'on leur a arraché un bébé. Des adultes adoptés qui retrouvent dans leur acte de naissance les mêmes phrases vagues, les mêmes corrections en marge. Au tribunal, l'avocat de l'État parle de contexte de l'époque, d'absence de loi claire, de bonne foi des médecins. Celui du diocèse insiste sur la douleur de l'Église, qui découvre ses fers et qu'horreur. Dans la salle, Élise serre la main de Claire. Elle voit bien que, plus que leur histoire, c'est un système qu'on juge. Celui où quelques hommes en blouse blanche et en soutane ont pu décider une nuit que l'une d'elles aurait une vie, l'autre une autre, sans jamais se retourner.
Un matin de printemps, des années après la première visite rue de la Montée-Saint-Sébastien, le jugement tombe. Le tribunal reconnaît que les droits de la mère biologique ont été violés, que les jumelles ont été séparées de manière illégitime, que les registres ont été falsifiés avec la complicité active d'un médecin, d'un notaire et de représentants de l'Église. L'État, la ville, pour l'hôpital, l'étude notariale héritière et le diocèse sont condamnés à verser des dommages et intérêts symboliques mais publics. Un évêque lit une déclaration, vêtue sobrement, sans mitre ni faste. Nous demandons pardon pour le silence, pour la confiance aveugle accordée à des pratiques contraires à la dignité humaine. L'Église aujourd'hui veut être du côté de la vérité. Les journaux titrent « Jumelles de Lyon, la justice reconnaît une séparation illégale ». On les appelle, on les invite sur des plateaux. Claire refuse la plupart des interviews. Elle dit qu'elle en a assez d'être un cas. Élise accepte quelques invitations pour parler des autres, de ceux qui n'ont pas encore retrouvé leur dossier. La vie pourtant ne devient pas un conte de fées. Elles ne rattraperont jamais les anniversaires manqués, les confidences d'adolescentes, les disputes de chambres partagées. Elles doivent apprendre à être sœurs à un âge où d'autres s'éloignent déjà de leur fratrie. Sur les berges du Rhône, un soir, elles marchent côte à côte. Les lulières se reflètent dans l'eau, les joggeurs passent, des étudiants rient sur les bancs. « Parfois, je me dis que j'aurais préféré ne rien savoir, » murmure Élise. « Moi, jamais, » répond Claire, « même si ça fait mal. Au moins, maintenant, quand je me regarde dans la glace, je sais de qui est ce visage. Et je sais que quelque part, il y en a un autre qui me ressemble. Ça change tout. » Elle se tait un moment, puis ajoute, plus doucement, « On nous a volé 40 ans, mais ils n'auront pas ce qui reste. Eux, c'est nous qui allons décider quoi en faire. » Élise hoche la tête. Elles ne marcheront pas toujours du même pas. Elles ne seront pas toujours d'accord. Il y aura encore des maladresses, des mots qui blessent, des silences. Mais il y a maintenant une chose que personne ne peut plus leur enlever, la certitude d'exister l'une pour l'autre. Dans un carton d'archives, quelque part dans les sous-sols d'un bâtiment public, le dossier numéroté qui les concernait a été complété. On a ajouté une note. Enfants retrouvés, dossier clos. Mais leur histoire, elle, ne se ferme pas avec un tampon. Elle continue. Dans les cuisines où l'on recoud des ourlets, dans les salons où l'on pose des tasses sur des sous-verres, dans ce regard qu'elle troisse parfois dans le miroir, ce double qui, enfin, a un nom.